Bonjour tout le monde, c'est Joanie de Mon Prospecteur. On va commencer dans quelques minutes. Ah, là, tu m'entends. Ah, c'est moi qui t'entends pas, par exemple. Moi, je t'entends pas. Ouais, j'étais sur mute. Bon. C'est bon. Bon. On va commencer dans quelques minutes. On va laisser le monde arriver encore. Fait qu'on va commencer ça dans 3 à 5 minutes. Ouais. All right. On est prêt à commencer? Es-tu prêt, Olivier? Yes. OK, good. Bon, ben, je vous souhaite bienvenue tout le monde au webinaire Mon Prospecteur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que le son est bon? Oui, parfait. Merci, Sylvain. Merci, Denis. Excellent. Donc, juste avant de commencer, je vais expliquer le fonctionnement de la plateforme. Dans le menu en bas, quand vous mettez votre souris dans l'image, il y a une section Q&A, Question Answer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il va y avoir un seul canal pour les questions, ça va être celui-là, fait que ça va nous aider à répondre là, à pas mal toutes les questions. Il y a aussi le chat en bas à droite. Vous pouvez chatter à droite, tout le monde va voir vos messages. Donc, bienvenue à tous au webinaire Mon Prospecteur. Merci Olivier d'être là et d'avoir accepté de partager tes trucs.
Merci à vous, bien sûr, aussi, de me donner le privilège de pouvoir partager mes trucs. Hein. Je pense que tout le monde a vraiment hâte de t'entendre. Fait que j'aimerais ça, Olivier, que tu nous parles de d'où tu viens, comment tu as commencé en immobilier, c'est quoi ta formation, tiens. Comment j'ai commencé en immobilier? C'est un peu un concours de circonstances. J'ai étudié dans toutes sortes de choses, puis qui m'a finalement amené dans l'immobilier. J'ai commencé en faisant mes cours de courtage. Puis après ça, finalement, en commençant, c'était pas exactement ce que je pensais, fait que c'était un petit peu plus difficile. Fait que là, tourner dans le même secteur un petit peu, j'ai commencé à travailler dans la rénovation. Donc, poser de la céramique, poser du plancher. Là, ça m'a fait découvrir un petit peu toutes les facettes de la rénovation, toutes les facettes de la construction aussi. Suite à ça, là, réussi à accumuler un petit peu d'argent. Là, je me suis lancé dans l'immobilier. Puis le premier move, ça a été d'acheter mon propre condo. Dans ce temps-là, il était encore profitable. C'est avant 2010. Donc, dans ce temps-là, il prenait quand même des bonnes valeurs chaque année. On parle d'un 10 par année. Fait que j'ai commencé comme ça, simplement. Puis, suite à ça, ça a été... en même temps, quand j'ai commencé en courtage, l'idée, c'était toujours de faire l'investissement. C'était toujours ça que j'avais en tête. Ça me trottait toujours. C'était toujours en arrière. Donc, j'ai commencé comme ça, comme un peu tous les courtiers. Mais après ça, je savais que c'était simplement pour devenir investisseur. Okay. Parfait. Puis, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton premier deal que tu as fait? Le premier deal que j'ai fait, c'est par hasard. Je cherchais, il y a quelqu'un qui m'a approché et qui me dit « Tu n'aurais pas un terrain pour un triplex? » Fait que je dis « Écoute, je vais chercher. » Fait que j'ai commencé à chercher autour de moi. Bon, tu sais, là, je me dis, c'est quoi les premiers outils? Comme un peu le réflexe de tout le monde. Où est-ce que je vais chercher? Fait que là, je me dis, bon, OK, je vais chercher sur MLS. Alors, je peux aller chercher sur, les packs, Kijiji, n'importe quelle plateforme web qui a des propriétés à vendre. Puis, tout le monde est un petit peu là-dedans aussi. Fait que je n'étais pas le seul. Donc, ça fait de la compétition. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je peux aller voir d'autre? Où est-ce que je pourrais aller? Fait que finalement, je finis au bureau de la ville. Puis c'était à Saint-Basile-le-Grand, sur la Rive-Sud, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fini au bureau de la ville de Saint-Basile. Posé des questions avec j'ai oublié le nom, les gens qui s'occupent là, des permis. Et poser des questions sur le zonage, sur les terrains, tout ça. Puis finalement, le monsieur qui était là, il me dit, écoute, je connais justement quelqu'un qui est là, puis qu'il y a un terrain multiplex, puis il est à vendre. Je dis, écoute, c'est où, tu sais? Fait que là, il me pointe, il dit, j'ai pas le droit vraiment de te donner des informations, mais il me pointe, c'est où, tout ça. Je dis, bon, parfait, c'est correct, c'est assez d'informations pour moi. Je suis allé simplement cogner à la porte. Je suis allé cogner à la porte du monsieur, je savais que c'était à lui. Puis je l'ai approché, je dis, monsieur, vous avez un terrain en arrière, puis j'ai entendu de la ville que vous seriez intéressé à le vendre. Simplement, même, le monsieur dit, oui, rentre. Puis là, il m'explique ça, puis finalement, je me rends compte que, c'est un vieux, ça doit faire... ça fait 50-60 ans qu'il est là dans sa maison. Son père habitait là avant, fait qu'eux autres, il y avait un champ dans le temps. Puis là, il restait encore une dernière parcelle qui était comme en arrière des maisons. Fait qu'il n'y a personne qui le voyait vraiment. Fait que là, il m'explique un peu c'est quoi le terrain. Il me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, je me reviens de bord. Je dis, bon, deuxième étape, c'est quoi? Tu es un vendeur, maintenant, ça te prend un acheteur, simplement, parce qu'évidemment, c'est un petit peu gros pour commencer comme projet. Fait que j'ai dit, je vais trouver quelqu'un qui va l'acheter. Fait que je me revire de bord, je me dis qui va acheter un terrain? Premièrement, c'est un terrain de 100 000 pieds carrés, puis on peut construire à peu près 50 condos. Fait que là, je dis, qui va acheter ça? Un contracteur. Là, j'ai eu l'idée d'aller voir le contracteur qui a construit les condos dans lesquels j'ai acheté. Simplement comme ça. Première affaire, première porte, je vais cogner dans ses bureaux de vente. Là, je dis, j'ai trouvé un terrain, c'est à Saint-Basile, c'est l'autre bord de la 116, qui était comme l'autre bord de la route. Puis là, je dis, t'es-tu intéressé? Puis il me dit, ouais. Puis il était même surpris de savoir qu'il y avait encore des terrains là. Puis j'ai parlé du terrain, tout ça. J'ai mis les deux personnes en contact. La transaction s'est faite. Puis finalement, c'est comme du wholesale qu'on appelle. J'ai revendu, j'ai pas acheté. Mais j'ai fait partie de la transaction pareil. Puis ça a été ça mon premier deal. Okay. Le terrain de 100 000 pieds. Puis les contracteurs, ils ont construit une 50aine de condos là-dessus. Puis ils étaient super contents. Moi, j'ai été payé, le vendeur était content, tout le monde était content. Fait que c'est ça, tout le monde était content. Ça, c'est les meilleures transactions gagnant-gagnant. Absolument, absolument. C'est bon. Tu m'as dit que tu avais certaines spécialités. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je te dirais par défaut, étant donné que je suis sur la banlieue, j'ai grandi en banlieue, c'est sûr que, qu'est-ce qu'il y a en banlieue? Il y a de la maison unifamiliale, il y en a partout.
Fait que, tu sais, par défaut, ça a été un petit peu ma spécialité parce que c'est ça que je connaissais. C'est ça aussi qui est facile à revendre aussi. Étant donné qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup d'acheteurs, bon, ça se vend bien, ça se rénove bien parce que c'est un petit bloc avec 4 murs. Puis, bien sûr, on parle de la maison normale, là, il y en a qui sont habitués. Si on y va avec une maison normale, bon, c'est facile à rénover. C'est quand même pas si compliqué à évaluer non plus une fois qu'on se met là-dedans. Puis qu'on apprend, qu'on fait le rouage, pour ceux qui ne savent pas trop comment évaluer aussi, si je peux toucher à ça. Truc pour évaluer, au début, je ne savais rien du tout. Je connaissais rien, comme n'importe quel novice. Visite, analyse, regarde, puis regarde combien elle s'est vendue, combien l'autre sur la rue là-bas s'est vendu, puis l'autre voisin là. Puis à un moment donné, là, au bout de 20, 30, 40, t'analyses pendant un an, puis à un moment donné, tu fais comme, ben, et elle, au bout de 2 minutes, tu sais qu'elle vaut 230 000. Puis, OK. le voisin, tu sais qu'il vaut 250 parce qu'il y a un garage. Fait que c'est juste d'en faire le plus possible, puis l'expérience va te donner la vitesse d'exécution, d'évaluation, puis tu vas être mieux capable de cibler c'est exactement quoi le prix aussi. Fait que c'est bon aussi d'être expert de son secteur, parce que si on couvre trop large, c'est dur de visiter toutes les maisons, justement. Bien, c'est dur de visiter les maisons. Puis quand on couvre large, c'est pas une mauvaise idée. Mais si on couvre large, il faut bien connaître le secteur aussi. Parce que dans les villes, pour quelqu'un qui a une spécialité dans une ville ou dans un secteur, on sait qu'il y a certaines villes, certains coins que tu vas traverser la rue puis ça ne vaudra pas la même chose. C'est plus ghetto. Tu vas avoir des coins où est-ce qu'il y a peut-être certaines choses que tu ne connais pas de la ville. Donc, c'est sûr que, bon, tu commences par ton secteur. Une fois que tu connais la ville, ben là, tu vas aux autres villes à côté qui se ressemblent forcément aussi. Puis une fois que tu connais ça, ben, facilement, tu vas connaître la couronne. Puis après ça, une fois que tu connais la couronne, ben moi, je suis en deuxième couronne de Montréal, là, pour ceux qui connaissent ça. Fait que moi, la deuxième couronne, maintenant, je la connais par cœur. Fait que là, après ça, c'est la première couronne, Brassard, Greenfield Park, Longueuil, puis toute la banlieue du centre-ville. Après ça, mais ça vient de plus en plus facile aussi parce que là, tu connais la deuxième couronne par cœur, tu t'approches sur la première. Tant que tu connais, évidemment, comme je disais, les spots où est-ce qu'ils sont plus risqués ou peut-être plus à vérifier. Pour des fois, s'il y a des développements, s'il y a des usines, s'il y a des tracts de chemin de fer ou s'il y a du zonage qui va changer, des choses comme ça. Puis comment le savoir? Ben, à la ville, tout simplement. OK. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur deal maintenant? Le meilleur deal. Ça doit être dur, hein? T'en as plusieurs, là. J'en ai plusieurs, mais je te dirais qu'il y en a deux qui retiennent beaucoup mon attention. Là, que, évidemment, c'était une fois que c'était fait, je me sentais le maître du monde. Une transaction qu'on a faite qui était à Montréal sur c'est quoi déjà le nom de la rue? J'ai oublié le nom de la rue, mais c'était un boulevard qui était quand même passé en parc extension à Montréal, proche du centre Rockland, pour ceux qui peuvent se situer un petit peu là-dedans. Puis ça, c'était quelqu'un d'autre que je connaissais depuis un petit bout de temps. Lui, il nous avait approché parce que, il ne savait pas trop comment faire. Fait qu'il a décidé de nous appeler. Il disait, tu sais, je veux déjeuner avec toi, je veux te poser des questions, savoir comment tu fais. Fait que déjeuner avec, on prend contact, puis tout ça. Puis après ça, parfait, il s'en va de son bord, on n'entend pas parler pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, dernière minute, clic, il nous rappelle. Puis il dit, écoute, quadruplex, en ce moment, veux-tu aller le visiter? Moi, je l'ai payé. Lui, il a fait une offre à 193, puis il voulait 20 000, si je ne me trompe pas, là, dans les chiffres. Fait que je dis, pas de problème. Moi, j'étais en train justement de fouiller sur Internet, chez moi. Je laisse tout ça tomber. Puis après ça, je prends mon auto. Une demi-heure après, j'étais rendu là-bas. J'ai visité les 4 étages. Puis sur le champ, je suis allé donner un dépôt. J'ai signé une offre d'achat. OK. Il méritait son 20 000 $ absolument. Parce que après ça, ce deal-là, je ne sais pas sûr quoi faire au début. Bon, on avait une offre d'achat, puis on allait chez le notaire dans 2 semaines. Fait que je me disais, on a 2 semaines pour essayer de vendre l'offre d'achat, possiblement, ou on l'achète puis on la vend. Mais bien sûr, acheter puis revendre, ça implique taxe de bienvenue, ça implique le notaire, ça implique des frais. Bon, il faut emprunter de l'argent privé ou il faut sortir de l'argent quelque part. Mais cet argent-là coûte de l'argent. Fait qu'en analysant et en se disant, si ça nous coûte, mettons, 20 000 acheter puis vendre, si on vend avant, on est prêt à vendre moins cher, évidemment. Fait que finalement, ça ne donne pas. Il n'y a personne qui est intéressé. Fait qu'on finit par l'acheter. Mais on savait que c'était pas mauvais. C'est juste que, on se dit, si on est capable de l'acheter, on n'a pas la responsabilité. On finit par l'acheter. Je dis on parce que dans ce temps-là, j'étais avec un partenaire sur ce deal-là. Fait qu'on finit par l'acheter.
Puis, c'était une grosse rénovation. Le tuyau à eau avait éclaté au 4e étage. Oh. Puis, ça avait inondé 4 étages au complet. Donc, on s'entend que les planchers ils étaient rendus comme ça. Les murs de gyps ils étaient trempés. Puis, dans le sous-sol, il y avait à peu près 4 pouces d'eau. Donc, c'était vraiment terrible. Mais ça venait d'arriver. Fait qu'il n'y a pas de moisissure, puis c'était pas dramatique, là. Il n'y a pas de champignons, quoi que ce soit, qui était rentré, ça venait d'arriver. Fait qu'évidemment, premier réflexe, moi, je dis, ben, tu sais, je vais au moins nettoyer. Fait qu'on a appelé un 800 gars de junk. On fait sortir tous les meubles qui restaient des locataires. On met une fan, on vide l'eau, on sort un peu de gyps mouillé. Puis là, on se dit, écoute, le projet est trop gros. Fait que je le mets sur MLS tel quel. Fait qu'on le met sur MLS, puis écoute, même moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je me questionnais sur le prix de vente. On se disait, bon, on a fait juste 325 pour que ça parte vite. Finalement, on va mettre à 350 000. J'estimais qu'il y avait 150 000 de travaux, puis ça valait 550 à peu près. Fait que je me suis dit, je laisse 50 000, 150 000 de travaux, je vais le vendre 350 000. Fait que j'affiche 349 000. Et puis, le soir, il était peut-être minuit. Le lendemain matin, je me lève, j'avais 2 offres d'achat sur mon courriel. Puis durant la journée, j'ai reçu au moins 150 appels. Puis j'ai eu 8 offres d'achat. Ah oui? Puis ça, finalement, ben, j'ai vendu en 22 heures. Plus cher que ce que je demandais. Ça s'est closé à 350. Pas d'inspection, pas de financement. Quelqu'un qui restait à Vancouver parce qu'il ne l'avait jamais vu. OK. Ça ressemble à ça, le meilleur deal. Il y en a qui se disent, oh, la marge est énorme. Il ne faut pas oublier les frais d'acquisition et tout ça, évidemment. Mais je te dirais que le profit tourne autour de 110 000. OK. Ouais, mais je sens bon deal. C'est super. C'est vraiment bon. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, il faut les prendre. Les Plex sont super payants parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les gens se lancent là-dessus comme si c'était de l'or. Pourtant, ce n'est pas tant payant à long terme, à mon avis personnel. Mais on dirait qu'il y a tellement d'acheteurs que les acheteurs se relancent, payent plus cher, puis ils enlèvent les conditions. Puis pourtant, je veux dire, le retour sur investissement n'est pas énorme. De mon point de vue, il y en a peut-être qui vont s'objecter, mais moi, je pense que payer 20, 22 fois le net, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est bon. Fait qu'on ne peut pas tout le temps faire des coups de circuit comme ça. T'as-tu le pire deal? Le pire deal, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai le pire deal, mais j'en ai un vraiment mauvais. Écoute, c'était dans ce temps-là, j'habitais à Chambly pour situer les gens un peu. Puis, c'était une maison où est-ce que les propriétaires m'ont appelé directement, puis c'est eux qui sont venus me voir. Puis ils m'ont dit, bon, écoute, il y a une plantation dans notre maison. On vient de se faire pogner. Tu veux-tu nous aider? Fait que, bon, je dis, OK, je connais rien à ça. Je connais rien aux plantations. Et j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Vous devez quand même pas mal d'hypothèques. Fait que, go, j'embarque. Fait que je m'en vais les voir, puis finalement, bon, on parlait avec eux autres. La maison valait, je te dirais, 2,60, 2,70. Puis, elle n'était pas tant maganée. Malgré qu'il y avait une plantation, bon, évidemment, il y avait à décontaminer, mais c'était vraiment pas si pire. Donc, là, j'ai dit, écoute, ta maison n'est pas si pire, mais tu dois 210, si je ne me trompe pas, 210 000 d'hypothèque. Donc, la marge n'était pas grosse. Si on calcule, frais d'acquisition, tout ça, puis revendre, bon, il restait, si j'étais chanceux, il restait 5-10 000. Fait que moi, ce que je me suis dit, je dis, écoute, ce que je vais faire avec toi, parce qu'évidemment, le financement peut toujours être créatif. Il faut vraiment ouvrir son imagination quand on va essayer de trouver une solution pour ces gens-là. Étant donné que son hypothèque était trop haute, j'ai dit, écoute, moi, ce que je te fais, ce que j'appelle, c'est une location d'achat inversée. C'est que je dis, moi, je prends tes paiements, je prends ton hypothèque et c'est comme si c'était moi qui louais ta maison avec une option d'achat. Donc, eux autres, parfait, ils sont sortis de la maison, ils ont déménagé. Moi, je suis rentré dans la maison. J'ai commencé à tout arracher. Bon, tout arracher, évidemment, les murs, le plafond, on enlève la laine, tout ça pour décontaminer. Après ça, bon, je fais une décontamination. Tout allait bien, tout était beau. Finalement, je me lance dans la salle de bain en haut. Bon, c'était pas à mon goût. Puis au début, ben, on voit toujours plus grand quand on a moins d'expérience. Parce que ça, c'était un des premiers aussi que j'ai fait. Donc là, je me lance, puis là, on refait la salle de bain, puis ben, on refait ça aussi. Puis là, ben, on ajoute. Et finalement, j'étais rendu à peu près à 20 000 de rénovation dans la maison. Puis, une journée que j'étais là, dans ce temps-là, je faisais partie des gens qui rénovaient. J'entends cogner à la porte, puis j'ouvre la porte, et puis c'était la police avec des agents de je sais pas quoi, des agents du gouvernement.
réquisition, on réquisitionne la maison. C'est rendu, la maison est une pièce à conviction. Donc, vous n'avez plus le droit de modifier la maison ou toucher à quoi que ce soit. Là, point d'interrogation. Je venais juste de mettre 20 000 $ dans la maison, puis en plus de payer l'hypothèque, les taxes. Oui. Là, je dis, OK. Puis là, oh my God, je me fais prendre les culottes à terre. Et puis là, je ne savais pas quoi faire. Point d'interrogation. Je dis, ben écoute, OK. Fait que là, j'ai tout pogné le matériel que j'avais acheté, mais que je n'avais pas installé. J'ai tout retourné sur le magasin. Là, j'ai dit, écoute, on ramasse toute la situation d'urgence. Puis finalement, j'avais plus le droit de modifier la maison parce que c'était les propriétaires qui avaient fait pousser. La maison était considérée comme une pièce à conviction. Mais par le temps que la justice agisse, mais ça prend des mois. Fait que quand ils sont venus, ça faisait déjà 3 mois que j'avais pris possession de la maison. C'est parce que c'est vraiment long. Donc, le processus était quand même avancé. Fait que là, je dis, bon, OK, c'est quoi la solution à tout ça? Bon, on va essayer de minimiser les pertes parce que je savais qu'à ce moment-là, c'était impossible que je fasse de l'argent. Puis je dis, comment qu'on minimise les pertes? Finalement, il me donne le numéro dans ce temps-là. Quand c'est une plantation, c'est directeur de poursuite pénale, quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, du moins, c'est au niveau gouvernemental. C'est directeur des poursuites criminelles et pénales, si je ne me trompe pas. Fait que je parle avec la dame. Je dis, madame, moi, je fais partie de la maison, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut faire pour... on peut-tu faire une transaction? C'est quoi qui est possible de faire? C'est quoi la solution? Finalement, elle m'explique que on a le droit de vendre la maison si elle donne l'autorisation. Donc, je dis, OK, ben si je trouve un acheteur. Est-ce que je peux l'avoir? Tu me donnes-tu l'autorisation, s'il vous plaît? Fait que finalement, elle me dit, oui, c'est beau. Écoute, on va faire la demande au juge, mais ça devrait être accepté, puis c'est correct. Donc, là, je fais, au moins, on va pouvoir la vendre. Mais là, il est à moitié des rénovations. Fait qu'on s'entend que là, il faut que je trouve quelqu'un qui veut l'acheter, mais la personne qui va l'acheter, ben, il faut qu'elle rénove, puis il faut qu'elle soit consciente qu'il faut qu'elle mette une grosse mise de fonds parce que c'est une plantation. Donc là, mon réseau d'acheteurs, il est rendu petit. Mais finalement, après 2 mois sur MLS, on trouve un acheteur. Puis finalement, j'ai réussi à récupérer 10 000. Donc, j'ai minimisé mes pertes à 10 000. OK. Fait que, sauf que j'ai perdu 3 mois de ma vie avec cette maison-là. Et 10 000. Mais c'est une bonne leçon, parce que maintenant, des maisons de plantation, amenez-en, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est bon. L'éducation qui coûte cher. Ça a été ça. Ça a été un de mes pires deals. Excellent. Évidemment, tout le monde va vouloir l'éviter, là. Ça, je pense pas que ça va donner envie aux gens d'investir dans les plantations. Il faut juste prendre conscience que les plantations, bon, il y a une historique. De 2, ça prend, la SCHL n'assure pas. Donc, ça prend une mise de fonds de minimum 20 %. Okay. Puis, c'est possiblement pas toutes les banques qui vont vouloir prêter. Donc, c'est juste que les acheteurs diminuent. Donc, les acheteurs diminuent, il faut que le prix soit plus bas. Fait qu'il faut prendre ça en considération dans l'évaluation qu'il faut évaluer la maison au moins 10 % en bas de ce que ça vaudrait. Okay. Si la maison vaut 300, considère qu'avec la plantation, elle vaut peut-être 270. Donc, on part le calcul à 270, puis après ça, on enlève réparation, profit, acquisition. Mm-hmm. C'est bon. Maintenant, toi, tu as 80 transactions à ton actif jusqu'à présent. Oui. Ouais. Les gens se sont inscrits au webinaire pour entendre tes secrets, tes trucs. C'est quoi les techniques que tu utilises pour trouver des deals? Les techniques que j'utilise, écoute, ça vient de plusieurs sources. Okay. Je dirais que ce qui est important, c'est tapisser complètement toutes les sources possibles, imaginables, où est-ce que c'est possible de trouver un deal, que ce soit des contacts, que ce soit Kijiji, les packs, que ce soit MLS, que ce soit la grand-mère de l'autre, du cousin, du frère, que ce soit toi qui vas cogner physiquement aux portes, que ce soit toi qui envoie des lettres, que ce soit toi qui fais des appels. Peu importe la manière, tout fonctionne. Tout fonctionne pas, mais tout fonctionne. Dans un sens que il y a une énorme... Le facteur super important, c'est le timing. Parce que les gens qui vont vendre ces maisons-là à rabais sont tous dans une situation particulière. Il n'y a personne qui va faire comme je vais laisser 50 000 $ à la table parce que c'est cool. C'est rare. C'est vraiment rare. C'est pas impossible, mais c'est rare. Donc, ces gens-là, souvent, c'est qu'ils sont émotionnels. Soit qu'ils sont stressés, qu'ils ont peur, qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive.
Surtout les gens en avis de 60 jours, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Donc, si vous approchez des gens qui ont les avis de 60 jours, connaissez le processus de l'avis de 60 jours au complet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Bon, premier avis, l'avis de 60 jours, au bout de 60 jours, qu'est-ce qui se passe? Bon, puis après ça, OK. Une fois que tu as l'avis de la cour, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as le jugement, ben, combien de temps que tu as? Puis une fois que tu as ton éviction, ben, ils te mettent dehors, tu peux t'étirer. Savoir toutes ces choses-là, tout le processus de l'avis de 60 jours, ça, c'est important. Ça, c'est de la théorie. Vous pouvez trouver ça n'importe où, gratuit, sur Internet, c'est facile. Mais c'est important, au moins connaître ce processus-là pour bien informer les gens. Puis après ça, vous allez voir que plus que les gens sont en urgence, plus qu'ils vont vouloir vendre moins cher. Évidemment, parce que, puis je veux dire, c'est pas une question de, il y a beaucoup de gens qui vont faire comme, hein, puis moi au début, j'avais une petite réticence là-dessus, tu fais comme, hey, je vais-tu voler du monde, tu sais, puis, je vais-tu paraître pour un méchant, tu sais, mais c'est pas ça, c'est vraiment pas méchant, puis on profite de personne, parce que quand vous vous rendez compte que, quand vous rencontrez ces gens-là ont un besoin, ils ne savent pas quoi faire, puis si c'est pas moi qui achète la maison, c'est la banque. Puis la banque n'est pas fine. Elle va mettre le monde dehors, elle s'en fout, t'es un numéro. Fait qu'au moins, si c'est moi, je donne un exemple, une maison que j'ai ramassée à Longueuil il n'y a pas longtemps. La dame était rendue au bout, là. Elle avait reçu son avis d'éviction. Donc, il restait 10 jours. Elle avait sa date qu'il fallait qu'elle soit dehors, sinon les huissiers s'en venaient et sortent de ses meubles. Fait qu'elle m'a appelé en panique. Puis, j'ai eu mon avis d'éviction, je ne sais pas quoi faire. Peux-tu m'aider? J'ai 10 jours. J'ai pas de problème. Je vais venir la visiter, je vais venir l'évaluer, je vais te faire une offre. Finalement, je viens la visiter, je l'évalue. Rendu à l'offre, bon, elle devait plus que ce que je pouvais lui offrir. Fait que après discussion avec elle, bon, elle, sa mère était malade, elle avait perdu sa job, ce qui l'a amené dans cette situation-là. Elle a décidé d'emprunter de l'argent, payer une partie de l'hypothèque pour que je sois capable de l'acheter. Donc, déjà là, à cause de cette bonne volonté-là, moi, je me suis dit, cette dame-là, elle était capable de trouver de l'argent puis la payer. Elle voulait rester dans la maison. C'était ça que je voulais dire, c'est qu'elle voulait rester dans la maison puis me la louer pendant 3 mois. Elle voulait juste pas être dehors parce que sa mère était vieille puis elle était malade. J'ai dit, bon, regarde, c'était game d'avoir sorti, elle a sorti 7 000 $, emprunté 7 000 $ de ses poches pour que je sois capable de l'acheter. Fait que j'ai dit, si tu es capable de faire ça, tu vas payer tes loyers. Fait que je dis, pas de problème, reste là. Puis elle était tellement contente, même si elle m'a vendu sa maison moins cher que ce que ça vaut, ben, elle n'était pas dans la rue. Puis c'est pas la banque qui l'a ramassé. Son crédit est encore bon. Elle a été capable de refaire son crédit. Puis maintenant, tu vois, ça fait 3 mois et demi, elle a racheté une maison. Mm-hmm. Puis elle quitte la maison dans 2 semaines. Fait qu'elle, d'un, elle est contente parce qu'elle était capable de racheter. Puis elle n'était pas dehors. Fait que, puis la majorité des gens, c'est ça. Ils sont tellement contents d'avoir une solution, quelqu'un qui connaît ce qui se passe puis qui est là pour les aider. C'est ça qui est important aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. C'est quoi l'approche? Comment qu'on approche ces gens-là? Mm-hmm. Moi, je dis toujours que ces gens-là sont dans le besoin, ils sont super émotionnels pour ce qui est des avis de 60 jours, là. Ou même les décès, mais c'est différent. Mais du moins, ces gens-là sont émotionnels. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va être là, qui va savoir quoi faire, qui va être stable, qui va les rassurer. Puis quelqu'un en qui il peut avoir confiance. C'est-à-dire que si tu fais un offre, ben, assure-toi que tu es capable de closer l'offre. Parce que ces gens-là, s'ils sont dans le besoin, ben, c'est pas une joke. Ils vont se faire ramasser par la banque sinon. Fait que c'est juste s'assurer qu'on a. Mais si on s'assure que nos calculs sont bons, et que le prix qu'on offre est bon, c'est sûr qu'on va trouver de l'argent. Ça, il y a plein de monde qui me demande où tu trouves ton argent. Si le deal est bon, l'argent va venir, peu importe que ce soit de la grand-mère, que ce soit du prêt privé, que ce soit d'un autre, d'un partenaire qui a de l'argent mais qui n'a pas le temps. Peu importe, tu vas trouver de l'argent parce que quand tu as un bon deal entre les mains, tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Ou sinon, au pire, tu revends le deal simplement sans l'avoir acheté. Mais tout le monde veut des deals, puis il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs maintenant avec le marché dans lequel on est aujourd'hui. Il y a beaucoup, on n'est pas en 2009 aussi, là, le flip, c'est vraiment à mode, donc tout le monde veut flipper, puis ils sont comme moi, je veux un deal. Fait que là, ce qui vient plus difficile, c'est de trouver le deal. Fait que je vous jure, si vous trouvez un deal, vous allez trouver preneur, appelez n'importe qui est sur mon prospecteur, affichez-le sur mon prospecteur, parlez-en à tout le monde, Facebook, n'importe quoi. C'est sûr que vous allez trouver quelqu'un. Au pire, appelez-moi, je vais l'acheter. Mais c'est ça. Si vous avez un bon deal, c'est sûr que ça va se vendre. C'est sûr que vous allez trouver l'argent. C'est facile. Il suffit juste de faire un bon calcul par rapport à l'évaluation. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut faire une bonne évaluation comparable.
Puis après ça, bien calculer les travaux, bien calculer les coûts d'acquisition, puis se garder une bonne marge de profit quand même, étant donné le risque. C'est bon. Puis de quelle façon tu entres en contact avec les gens qui sont en avis de 60 jours, justement? Le meilleur contact, ça c'est une question de vente. Là. Je vous suggère fortement de lire des livres, faire des formations en vente. Le meilleur contact, c'est physique. Il n'y a rien de mieux que ça. Le téléphone, ça peut être correct, sauf que c'est facile de raccrocher. Puis c'est quand même impersonnel. Puis on sait tous, il y a beaucoup de sondages, il y a beaucoup de trucs de même. Donc, il n'y a rien comme être en personne. Puis là, il y a des gens qui vont dire je suis un peu gêné, je suis pas à l'aise. Hey! Pensez-vous que j'étais full à l'aise au début? Vraiment pas. Vraiment pas. Je mangeais mes bas au début, j'étais pas sûr, je cognais à la porte, puis j'étais quasiment content qu'ils répondent pas. Ça, t'es comme, mon Dieu, réponds pas, s'il vous plaît, je vais pas retourner dans mon char. Mais puis, c'est correct, c'est pas grave. Après ça, plus que tu en fais, plus que tu deviens à l'aise, puis plus que tu deviens à l'aise, puis que tu parles à des gens, plus que si ton intention est bonne, plus que tu vas trouver le moyen de les approcher. Puis il n'y a pas vraiment de secret ou de formule magique, là. C'est juste soyez à l'aise dans l'information que vous avez, puis faites-en beaucoup pour qu'après ça, vous soyez à l'aise, puis vous faites comme, madame, tu sais, je sais pas, moi, vous êtes en avis de 60 jours, ouais, est-ce que je peux rentrer pour visiter votre maison? Est-ce que je peux venir? Je suis intéressé, je suis dans le quartier, je suis un investisseur, votre maison m'intéresse, n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Bon, pas compter de menterie, mais au moins, juste trouver une phrase où est-ce que vous allez pouvoir rentrer chez les gens. Puis une fois que le contact est établi, que vous rentrez, parce que si vous rentrez chez les gens, vous rentrez dans leur bulle un peu. Fait que là, une fois que vous êtes rentré dans leur bulle, c'est d'essayer de trouver une manière de il y a une confiance qui se fasse entre vous deux. Ou 3, puis après ça, vous dites, est-ce que vous avez déjà pensé à vendre? Êtes-vous intéressé? Écoute, on peut faire le tour ensemble, montrez-moi votre maison. Puis là, quand vous faites le tour ensemble, c'est vous qui avez fait ça. Puis parle, jase un petit peu, tu sais, évidemment, pour mettre les gens confortables. Après ça, une fois que c'est fait, là, on peut parler de chiffres, on peut parler de voir c'est quoi la situation, quand est-ce qu'il y aurait besoin de vendre. Le délai, c'est super important, comme je disais tantôt, parce que le délai, plus ils sont motivés, plus qu'il y a de chances qu'ils disent oui à un prix qui est Donc, ça aussi, c'est important, le délai, voir avec eux autres, si leurs beaux-frères vont leur prêter de l'argent pour payer la vie, mais ça ne sert à rien de perdre votre temps. Mais s'ils disent, j'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, faut que je vende dans 2 mois, proposez-leur des trucs. Puis après ça, c'est toute une question de négociation. Encore là, comme je disais, vous pouvez faire des formations en négociation ou suivre des vendeurs qui sont bons en négociation parce qu'il y a mille et une façons de closer. Puis chaque personne est différente parce qu'il y a différents types de personnalités. Mais une fois que ça s'est fait, c'est-à-dire que c'est des facteurs vraiment variables. Si vous savez comment évaluer, puis après ça, savoir comment offrir la négociation, tout ça, c'est des facteurs variables, donc il n'y a pas de secret, là. C'est juste de connaître les personnalités et tout ça. Mais ayez confiance. Ça, c'est super important. Hein? Les gens, j'ai vu une différence aussi beaucoup quand tu rentres chez les gens, puis tu sais qu'est-ce que tu parles, tu sais qu'est-ce que tu fais, puis tu sais que tu vas acheter, tu sais que tu es capable d'acheter en tant de temps, puis tu as l'argent pour te backer, puis tu es capable d'évaluer, puis tu sais ce que tu fais. Et après ça, c'est juste de prendre contact avec les gens, de parler un petit peu d'eux autres, de connecter, d'avoir une petite confiance. C'est la façon d'approcher le monde. Ce que tu as dit, ça a suscité beaucoup de questions. Fait que je pense qu'on va les piger dans notre section Q&A. Il y a des gens, je vais le répéter, il y a des gens qui écrivent leurs questions dans le chat, mais s'il vous plaît, écrivez-le dans Q&A, Question Answer. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. Donc, Jonathan me demandait, est-ce mieux le contact en personne ou via une lettre ou un téléphone? Donc, ça a été répondu. Il n'y a rien de mauvais, c'est juste différent. Les lettres, le téléphone, c'est un petit peu au large. Donc, vous allez en faire beaucoup. Les lettres, vous allez en faire beaucoup, ça va coûter cher pour peu de résultats, évidemment. Versus le porte-à-porte, vous allez en faire moins, mais vous allez avoir plus de résultats. Donc, tout est bon. Il n'y a rien de mauvais, tout est bon. C'est bon. Il y a Yves qui demande on peut afficher sur mon prospecteur, Olivier vient de dire ça. Je vais répondre, Olivier.
Oui, on a lancé ça, là, c'est tout nouveau de cette semaine. On est en train de commencer ça. Ça s'appelle Aubaine négociée. Donc, on va bientôt le mettre dans le menu. Donc, si vous avez une aubaine à publier sur notre site, oui, on peut offrir une aubaine là, sur notre site. Donc, c'est une autre façon aussi un autre canal que vous pouvez utiliser. Ouais. Il y a Jonathan qui demande est-ce que tu achètes avec une compagnie, avec une incorporation finalement? Je te dirais qu'au début, non. Maintenant, oui. OK. C'est juste une question de... à un moment donné, je suis venu à un point où j'ai discuté avec un fiscaliste, puis il m'a dit, bon, ça vaut... évidemment, il y a la question de la responsabilité, oui, mais il y a aussi la question de revenu, c'est-à-dire que si tu ne fais pas d'argent, ben, il ne va pas payer 3 000 $ par année pour avoir une incorporation, ça ne servira à rien. Mais si tu fais, je ne sais pas, si tu fais au moins 60-70 000 avec ton incorporation et que tu laisses l'argent dans l'incorporation, c'est aussi important, parce que si tu la sors, tu payes de l'impôt, fait que ça ne vaut pas la peine. Mais si tu fais un bon revenu et que tu laisses l'argent dans l'incorporation, oui, ça vaut la peine côté revenu. Puis côté responsabilité, ben, je te dirais que oui, ça vaut la peine tout le temps puisque tu as au moins un mur de plus question responsabilité. Puisque c'est sûr et certain que je ne vous cacherai pas qu'on est tous à risque de poursuite, de vice caché ou de whatever. C'est rare, mais on est tous à risque, évidemment, puisqu'on prend une responsabilité. Ce qui fait aussi que c'est important de bien gager son revenu, c'est-à-dire son profit, proportionnellement au risque qu'on prend aussi. OK. il y a quelques questions sur encore l'approche en personne. Oui. Il y a quelqu'un qui demande comment tu t'habilles, comment tu commences ta communication, puis est-ce que à quelle fréquence tu fais tes suivis après? Bonne question. Je m'habille confortable. Deuxième question, la première chose. Confortable comme professionnel en chemise complète ou? Whatever. Okay. Ça n'a pas d'importance. Okay. Ça n'a pas d'importance. Habille-toi confortable comme tu le sens. Si t'es pas bien qu'une cravate, mets-en pas une. Moi, t-shirt, cravate, jeans, jogging, j'ai pas vu de différence. Okay. Je te dirais peut-être pas trop chic non plus. Moi, je serais pas à l'aise d'arriver là avec une grosse voiture en complet pour approcher les gens qui sont en difficulté financière. C'est peut-être pas la meilleure chose parce qu'on risque d'être propice à avoir des jugements. Puis les gens vont se dire, ben, c'est un crasseur, ils vont fermer la porte. Tandis que si on est plus, bon, vous savez, pour moi, une petite chemise de chez Joe Fresh là, qui a coûté 5$, c'est en masse. Ça. Pas besoin de plus que ça. Ça, c'est bien correct, juste être confortable. Parce que l'important, c'est l'attitude. C'est pas l'habit, c'est l'attitude. OK. Puis comment tu engages la conversation? Bonjour. Non, mais... non, mais bonjour, ça va bien. Il y a mille et une façons de les approcher. Ça peut être bonjour madame, ça va bien. Je suis investisseur, je vais dans votre secteur, j'aime ça, votre maison m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà pensé à vendre? Simplement. Ça peut être une approche. Puis après ça, ben essayez. Parce que, moi, qu'est-ce que je dis? Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Donc, essayez. Allez cogner une porte, essayez. Ça avait l'air fou pendant une porte. C'est pas grave. Vous allez en faire 100 autres après. Cogner une porte, essayez quelque chose, ça ne marche pas, on va essayer d'autres choses. Jusqu'à temps que tu trouves quelque chose qui fait du sens pour vous autres. Mm-hmm. Je dis, il n'y a pas vraiment de formule magique. Juste, il faut que ça fasse du sens pour vous autres. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça. OK. N'importe quoi, ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'on dit, c'est comment qu'on le dit. Il y a quelques questions aussi qui parlent d'argent. Il y a Isman qui demande, vous avez commencé avec combien d'argent? Moins 2000. Moins 2000? Oui, j'ai commencé, j'avais des dettes. Donc, c'est pas vrai qu'il faut avoir de l'argent pour commencer. OK. J'ai commencé, j'avais des dettes et j'ai vendu un terrain, j'ai fait de l'argent. Hein, si on n'a pas d'argent pour acheter, juste s'assurer d'avoir un acheteur en arrière. Fait que, tu sais, peut-être chercher quelqu'un qui achète beaucoup de maisons, quelqu'un qui a beaucoup de liquidités, qui est prêt à sortir de l'argent rapidement. Juste essayer de trouver quelqu'un comme ça, que ce soit n'importe où, que ce soit Facebook, mon prospecteur, que ce soit des clubs immobiliers ou n'importe quoi. Essayer de trouver quelqu'un qui achète beaucoup de maisons, vraiment quelqu'un qui est sérieux, qui achète beaucoup de maisons, qui en a fait beaucoup, qui a beaucoup de liquidités ou qui a accès à beaucoup de liquidités pour les sortir vite. C'est tout ce que vous avez besoin. Après ça, virez-vous de bord puis allez chercher un deal. OK, parfait. Il y a Nicolas qui demande la règle du calcul du prix offert. Est-ce la valeur marchande estimée moins l'estimation des coûts de réno avec les frais d'acquisition? Ce serait
pas tellement ça de ce que je connais, en tout cas. Il a juste oublié la partie du profit aussi, qui est quand même importante. Je pense que oui. Là, mais... On n'est quand même pas des organismes sans but lucratif. On veut faire de l'argent, puis c'est normal, on veut vivre là-dessus. Il y a plusieurs règles. Évidemment, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui vont changer votre règle. Coût d'acquisition, c'est fixe. OK? Acquisition, ça tourne autour de 2 à 3 %. Revente, c'est 4 à 5 %. Ensuite de ça, ça va dépendre de votre prêt. Prêt, avez-vous un prêt à banque? Avez-vous un prêt privé? C'est un prêt à banque à 3 % ça change la donne. Si c'est un prêt privé, il est-tu à 12 plus 2? Il est-tu à 15? Il est-tu à 19? Ça aussi, ça va changer. Combien de temps vous allez garder la maison? 4, 6, 8 mois? Ensuite de ça, les rénovations, ça, c'est simple, là, c'est pas varié. Mais si vous estimez des rénovations, puis vous faites des rénovations, si vous faites les rénovations, tenez-en à ce que vous avez écrit, budgété, jamais dépasser ça. Ça, c'est excessivement important. Il peut y avoir des surprises, là, ça c'est sûr. Il y a toujours des surprises. Prévoir les surprises. Et pas dépasser le budget. C'est-à-dire que si on se dit qu'on fait, je sais pas, on refait la cuisine, mais on ne fait pas la salle de bain, mais faites la cuisine puis faites pas la salle de bain. Estimez qu'est-ce qui est payant pour vous autres aussi. Là. Qu'est-ce qui est plus payant dans les rénovations? La peinture. La peinture, c'est l'affaire la plus payante au monde. Parce que ça coûte vraiment pas cher puis ça donne un gros coup d'œil. Puis les acheteurs, c'est toujours le coup d'œil qu'ils vont avoir, qu'ils vont acheter. Okay. La peinture, c'est ce qui est le plus payant. C'est bon. Mais est-ce que tu tiens aussi en compte le solde de l'hypothèque? Ben, dans le cas d'un avis de 60 jours. C'est que ce qui arrive avec le solde de l'hypothèque ou l'équité, c'est que une fois que tu as déterminé, bon, moi dans la vie, j'achète des maisons, j'estime que je veux faire 5 % je veux faire 10 % je veux faire 15 ou 20 ou 25. Bon, une fois que vous avez établi, bon, moi je veux faire 10 % sur la maison. Parfait. Je veux faire 10 %. Ensuite de ça, tu calcules, comme je disais tantôt, les frais d'acquisition, les frais de revente, et puis combien c'est le coût d'intérêt, combien ton argent te coûte. Une fois que tu as calculé ça, tu arrives à un pourcentage. Parce que moi, je fonctionne à pourcentage. Donc, si on se dit l'évaluation marchande est à 100 % moins ça, bon, ben moi, je vais acheter à 80, 75, 70, 65, ça va tourner pas mal là-dedans. Puis là, une fois que vous avez cette formule-là, vous dites, ben, moi, si j'achète à 70 % je vais regarder les maisons qui sont 70 % et moins. Les autres, je ne vais pas les acheter. Vous pouvez trouver d'autres solutions, que ce soit une location avec option d'achat, une location inversée, comme je vous disais tantôt, que ça soit juste trouver quelqu'un qui va habiter dedans ou trouver de l'argent qui coûte moins cher. Là, vous pourriez acheter plus cher, mais sinon, on ne va pas chercher des maisons qui n'ont pas d'équité pour les acheter. On va chercher juste ceux. Puis là, vient l'extraordinaire outil Mon Prospecteur, d'ailleurs, que la version Pro nous donne exactement. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, là, accélérer l'efficacité, forfait Pro, ça vous donne exactement le pourcentage d'équité. Donc, c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Ça accélère vraiment, vraiment, vraiment la prospection. Merci. C'est vrai parce que moi, je payais quelqu'un pour faire ça avant. Et évidemment, parce que moi, regarder tous les avis, il fallait cliquer sur chaque avis, regarder c'est quoi le montant de l'hypothèque, sortir, regarder l'évaluation marchande ou pour que ça soit plus rapide, l'évaluation municipale. Un avec l'autre, ça fait combien? Ça fait tant de pourcents. En crotte, c'est pas bon ça. Ou ça, c'est bon. Mais c'est long à faire. C'est vraiment long à faire. Fait que moi, je payais quelqu'un pour faire ça. Puis là, maintenant, j'ai même plus besoin. C'est mon prospecteur qui fait tout ça maintenant. Bon, c'est cool, merci. C'est quoi le seuil de rentabilité que tu cherches dans un deal? Si tu veux faire un flip. Seuil de rentabilité. Donc, j'imagine, moi, comme je disais tantôt, je fonctionne à pourcentage. Moi, je veux 10 à 12 %. C'est ça que je veux faire. Mais tu ne feras pas un flip qui va te rapporter 5 000. Ça te prend au moins un minimum, j'imagine. Si je le paye 50 000, oui, peut-être. OK. Mais 5 000, c'est parce que la marge de risque est vraiment pas grosse. C'est ça. Au moins 10-15 000. Mais si on paye la maison 50 000, c'est pas la même chose que si on paye la maison 500 000. 500 000, c'est pas mal plus long à vendre, puis c'est pas mal plus risqué. Tandis que 50 000, j'en ai déjà acheté une maison 47 000. Puis je l'ai revendu vite. Là. Je peux vous dire que ça s'est revendu vraiment, vraiment vite parce que ça n'existe pas une maison à ce prix-là. Fait que moi,
J'ai même trop enlevé. J'étais trop fin, je suis rentré dans la maison, on a arraché les armoires, arraché les tapis, puis on fait hey, on va mettre ça beau pour quelqu'un d'autre. Finalement, ça a bloqué des acheteurs parce qu'il n'y avait pas de cuisine. Mais là-bas, c'est comme, tu sais, il n'y a pas de cuisine, c'est pas habitable, donc on ne prête pas. Fait que ça a été difficile à vendre parce que j'ai trop fait de choses. Finalement, j'aurais dû la laisser telle quelle. Mais ça pour dire qu'on l'a revendu en dedans de 7 jours, là, si je ne me trompe pas, à peu près 70 000. OK. C'était une petite maison passée Saint-Jean sur Richelieu. Mais je savais que ça allait se vendre à 45 000 $. Ça n'existe pas. C'est bon. Il y a Sylvain qui demande quelle est la bonne façon de revendre un deal pour être sûr de se faire payer? La bonne façon de revendre pour être sûr de se faire payer. C'est une bonne question. Je te dirais que le plus facile, c'est de faire signer des contrats. Comme ça, tu es payé chez le notaire. Ça, c'est la façon la plus facile. Donc, tu fais signer une cession de droit qui dit que toi, tu as les droits de revendre sur la maison et puis tu revends ces droits-là à M. X pour X montant. Ça, c'est la façon la plus safe. Tu envoies ça chez le notaire. Puis évidemment, tu fais des suivis tout au long jusqu'à temps que tu arrives chez le notaire. Tu te présentes chez le notaire juste pour être sûr que tout va bien et que tout le monde est payé. Ça, c'est la façon la plus sûre. C'est bon. Il y a Patrick qui demande quel document d'offre d'achat tu utilises? J'utilise les offres d'achat de l'OACQ parce que c'est les plus complets. OK. Il y a Sonia qui demande est-ce qu'il y a une loi qui limite le nombre de flips par année? Non. OK. Bon, peut-être que on a répondu à ça. Qu'est-ce que tu considères raisonnable comme pourcentage de profit sur une transaction? Fait que toi, c'est 10%. Ouais. C'est bon. Isman qui demande quel est le secret de votre avancement rapide? Mon Dieu, je dirais pas que mon avancement est rapide. Au début, j'en faisais 2-3 par année. Fait que je dirais pas que l'avancement est rapide, mais je te dirais que c'est jamais, jamais, jamais abandonné. Même si j'ai fait des mauvais deals, même si au début, j'ai perdu beaucoup d'argent, ce qui a ralenti au début beaucoup, jamais abandonné. Toujours aller de l'avant, t'en parles à tout le monde. T'en parles à tout le monde. C'est oui, moi je flippe. T'as-tu des flips? T'as-tu des acheteurs? T'as-tu des maisons à vendre? T'as-tu quelque chose? T'en parles à tout le monde. C'est la seule façon. Plus que tu vas en parler, puis plus que tu vas achaler le monde avec ça, plus que tu as de chances que ça fonctionne. Mm-hmm. OK. Il y a Patrick qui demande lorsqu'on revend une offre d'achat sans réno, où indique-t-on ces clauses sur l'offre d'achat? Dans le fond, quand on veut revendre une offre d'achat. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je pense que ça suscite beaucoup de questions. Il y en a qui pensent que c'est peut-être illégal ou. Effectivement. Bon, démystifier la revente d'une offre d'achat. Ouais. Si revendre une offre d'achat, il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est tout à fait légal. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'on revend une offre d'achat, il faut avoir l'intention d'habiter dans la maison parce que sinon, ça peut être considéré comme du courtage caché. Donc, il faut juste faire attention à ça. C'est que si on fait une offre sur quelque chose, on a l'intention d'aller habiter dedans. Puis finalement, on change d'idée, donc on décide de revendre notre offre. C'est juste de vérifier dans l'offre. Moi, les offres de l'OACQ que j'utilise, je dois aviser les vendeurs que je vais revendre mon offre. Donc, je les avise. Mesdames, messieurs, c'est possible que je revende mon offre à quelqu'un d'autre. Ou l'autre technique, c'est où est-ce que le nom dans l'offre d'achat, vous marquez Olivier Lepage et / ou personne désignée. Donc là, vous pouvez changer la personne dans le cas que ce soit une compagnie, dans le cas que ce soit ajouter un partenaire ou dans le cas que ce soit simplement mettre quelqu'un d'autre à notre place. OK. Il y a Benoît qui demande est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes personnes pour faire les rénovations? Est-ce que tu réussis à les faire travailler à temps complet, à temps plein? La réponse est non. J'explique pourquoi. J'ai quelqu'un qui travaille pour moi, il n'est pas à temps plein encore, parce que je ne fais pas énormément de rénovation. Je vous explique pourquoi, puis ça, il y a plusieurs opinions là-dessus. Moi, mon opinion, c'est que le marché est excessivement cher à Montréal. Donc, faire de la rénovation, ça implique beaucoup de temps, beaucoup de capital aussi. Donc, il faut vraiment vérifier est-ce que le capital qu'on met dans la maison versus le temps, combien ça va être rentable. Si on compare avec, je ne fais pas de rénovation, je la vends telle quelle, mais je la vends peut-être 20 000 de moins.
où je me tape 3 mois de rénovation avec de la gestion, avec gérer du monde, avec de l'argent qui dort à la même place pendant 3 mois de plus. Est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que le 20 000 de plus que je vais récupérer va vraiment valoir la peine? Si vous voulez maximiser le plus possible, c'est sûr que ça vaut la peine de rénover au maximum, mais ça ne vaut pas toujours la peine. C'est pour ça que je ne rénove pas tout le temps. Il y a des maisons que je dirais, je fais juste une peinture, je la revends telle quelle, je laisse de l'argent sur la table pour l'autre, mais je le fais tellement vite que l'argent que je fais à l'heure est vraiment, vraiment plus rentable que si je l'avais rénové au complet. J'avais pris 3 mois, j'avais travaillé 250 heures là-dessus, puis j'aurais peut-être fait 20 pièces de l'heure de plus. Mm-hmm. Fait que c'est calculer ça. C'est sûr que si vous en avez 1 ou 2 par année, gardez-les, rénovez-les, puis maximisez-les. Dans ma position à moi, moi, je préfère les revendre parce que j'ai un plus gros roulement, j'en ai plus. Donc, dès que c'est un petit peu à l'extérieur, comme celui que j'ai mis sur mon prospecteur qui est à Pointe-Claire, pour moi, Pointe-Claire, ça pourrait 45 minutes de route. Donc, 45 minutes, s'il n'y a pas de trafic, pour gérer un chantier puis revenir, ça me fait perdre beaucoup de temps de recherche. Ouais. Versus juste la revendre demain matin, je vais peut-être faire 25 % de moins, mais je vais continuer de chercher d'autres deals, par exemple. Mm-hmm. OK. Donc, la rentabilité à l'heure est vraiment, vraiment plus haute. C'est bon. Il y a Mathieu qui demande, est-ce que tu fais de l'accumulation aussi? Est-ce que tu gardes des plex ou d'autres propriétés à long terme? Oui, j'ai 2 plex en ce moment. Puis je les garde parce que ça fait un bout de temps que je les ai achetés. Puis je suis juste simplement assis dessus. Mais si j'en achète, il faut que ce soit vraiment, vraiment des bons deals. Parce que je te dirais que, encore là, les plex, comme je viens d'expliquer, le marché à Montréal est excessivement cher. Les plex se vendent des prix absolument faramineux, à mon avis. 16, 17, 18 fois les revenus. Je veux dire, il faut sortir de l'argent de nos poches au bout de chaque mois pour garder des plex. À mon avis, ça ne fait aucun sens. Puis si vous étudiez un petit peu de l'économie, vous allez voir qu'à un moment donné, passer 10, 12 fois les revenus, ça commence à être vraiment cher. Puis à un moment donné, passer 16, 17 fois, je pense, c'est rendu considéré comme dans une bulle. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, j'en achète pas. Je trouve que c'est pas rentable. Pour moi, c'est beaucoup plus rentable de mettre mon argent sur un flip, le revirer, puis d'en mettre sur un autre, faire 30-40 % par année, versus placer l'argent dans un multiplex, le laisser là dormir, puis je vais faire 7, 8, 9 % À mon avis, ça n'a pas d'allure. Parce que les plex se vendent excessivement cher. Je les remets sur le marché, les gens payent trop cher, puis moi, je fais des bons montants avec ça. Je les remets sur un autre flip. C'est bon. Il y a Élise qui pose une question intéressante. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une licence de courtier pour faire de l'investissement immobilier, ou surtout des flips, là, parce que est-ce que la licence, dans le fond, ça va amener des connaissances suffisantes, des connaissances supplémentaires, puis on va pouvoir sauver des commissions aussi? Ça amène aucune connaissance supplémentaire, zéro. Le seul avantage que vous pouvez avoir, c'est effectivement, vous pouvez peut-être économiser sur le frais de courtage à la revente. Ça vous donne l'outil MLS pour chercher, pour évaluer. Les côtés négatifs, c'est qu'il faut toujours remplir des avis de divulgation. Il faut dire à tout le monde qu'on est courtier. Il faut utiliser les formulaires de l'OACIQ. Il faut vraiment se regarder les fesses parce qu'on est regardé à la loupe, là. Fait qu'il faut faire super attention. Il faut vraiment être transparent avec tout le monde. Puis, c'est pas que je ne suis pas, si je n'avais pas de licence, c'est pas ça. C'est juste que il y a plus de documents, il y a plus de choses à faire. C'est un petit peu plus touché si tu as une licence. Donc, je dirais que des fois, ça vaut la peine, puis des fois, ça vaut pas la peine. Donc, je peux pas te dire si c'est mieux ou si c'est pire, c'est juste différent. Parce que des fois, j'aimerais pas avoir de licence puis faire comme hey, j'envoie des offres à pelleter partout. Mm-hmm. J'ai plus de documents à remplir, c'est plus long, donc j'en envoie moins. OK. Je suis en train de faire du ménage dans les questions parce que là, ça n'arrête plus, puis on a quand même répondu à plusieurs. Oui. Il y a Alain qui demande, est-ce que tu empruntes à des prêteurs privés? À quel intérêt? Puis en moyenne, pour combien de temps? Bonne question. Des prêteurs privés, oui. Oui, le plus possible, parce que le moins possible que j'utilise mon argent, le plus que j'ai de liquidité, donc je peux en acheter d'autres. Je suis plus flexible. Donc, oui, j'utilise souvent des prêteurs privés.
Les taux d'intérêt sont super variables. Ça dépend de ce que ça vient. Si on va cogner à la porte de, exemple, Gestion Sedma, qui est un prêteur privé, ou Jam Finance à Saint-Bruno, ils vont nous charger 12-13 plus un frais de dossier qui est 2 à 3 %. Donc, pour les maisons qu'on roule rapidement, c'est-à-dire que des maisons où est-ce que ça va être revendu en 2-3 mois, il faut faire attention aux frais d'entrée. Parce que ce frais d'entrée-là va faire que si c'est revendu en 3 mois, bien, si on l'annualise, ça fait 17-18 %. Donc, ça ne vaut peut-être pas toujours la peine. Donc, des fois, j'emprunte là quand c'est plus long terme. Sinon, j'ai un prêteur privé qui me prêtait à 19,7 puis un autre là maintenant qui me prête à 17 %. OK. Fait que les taux sont hauts, mais sont calculés dans mes dépenses. Donc, c'est calculé en conséquence. C'est sûr que cet argent-là vaut de l'argent. Donc, à quelque part, on n'a comme pas le choix à un moment donné de payer des intérêts. L'idéal, c'est la banque, mais la banque est rendue tellement frileuse que c'est vraiment difficile d'avoir des prêts à la banque. Donc, on peut en faire un à la fois ou deux ou trois si on est vraiment une bonne job. Mais des gars comme moi qui n'ont pas de job, qui fait juste des flips, la banque fait comme « OK, c'est quoi tes revenus? OK, ben on va te prêter 150 000. » Si tu veux, j'aille avec ça. Fait que c'est emprunter à la banque. Fait que le privé vient aussi comme avantage que le prêteur privé va sortir de l'argent vite. Versus la banque, ça va te prendre 2 semaines. Mais toi, s'il faut que tu closes en 1 semaine, tu vas cogner à la porte du privé, tu dis, garde, voilà la maison, à vaut tant, moi je l'ai à tel prix, voici l'équité, toi tu es en premier rang, donc s'il arrive quelque chose de croche, c'est toi qui ramasses la maison, tu veux-tu me prêter? Souvent, ils vont te prêter à 100 % de ce que ça vaut. Puis ils vont sortir vite. Donc, ça, c'est l'avantage aussi que tu as avec les prêteurs privés. OK. Est-ce que ça t'arrive de faire quelques flips en même temps? Bien sûr, évidemment. OK. Bien sûr. Des projets de rénovation, évidemment, pas trop en même temps, mais oui, c'est arrivé. Puis des flips en même temps, c'est sûr, c'est inévitable. Là. En ce moment, j'en ai 2 qui sont en processus en même temps. Mais 2, 3, 4, 5. Là. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a 2 mois dans l'année où est-ce qu'on va se tourner les pouces puis on va faire comme « Oh my God, il n'y a plus de deal. Qu'est-ce qui arrive avec le marché? » Puis c'est la fin du monde. Puis après ça, ben, le mois d'après, ben, il y en a 5 qui arrivent en même temps. Puis là, tu fais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Ça explose. Fait que, évidemment, c'est ça. Quand tu travailles avec la clientèle, c'est ça. À un moment donné, tu en as 1000. À un moment donné, tu n'as plus rien pendant 2 mois. OK. Il y a José qui demande, j'avais entendu parler qu'on n'a plus le droit d'indiquer, supposons, Olivier, et où c'est désigné. Moi, je me suis informé légalement. Si ça a changé, je ne suis pas au courant. Fait que si ça a changé, s'il vous plaît, vérifiez. Moi, quand j'ai vérifié, c'était marqué. Ce qu'il fallait marquer, c'est « et ou personne désignée ». OK. Donc, vous pouvez vous renseigner juste pour être sûr que c'est encore le cas. Mais quand j'ai vérifié l'année passée, c'était ça. OK. Il y a Carl qui demande combien de flips tu fais par année en moyenne? C'est super variable. J'ai commencé à 2-3 par année jusqu'à 18, 20, 25 par année. OK. Il y a Marc-André qui demande si ta marge de profit est très grande sur une offre que tu vends, est-ce que tu fais une double fermeture? Double fermeture, ça ne se fait pas ici. OK. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Double closing, on voit ça souvent là, à l'américaine. Double closing, c'est un notaire après l'autre. Donc, un notaire le matin, l'autre notaire l'après-midi. Ici, ça ne se fait pas, malheureusement. À cause des lois, les notaires doivent avoir une braquette de 48 à 72 heures pour publier la vente. Donc, le plus proche qu'on peut faire 2 notaires un après l'autre, c'est 2 à 3 jours. Donc, Okay. ça se fait, mais tu as un délai de 2 à 3 jours, mais pendant le 2-3 jours, ben, ça te prend quand même l'argent pour acheter la maison. Donc, on appelle ça un bridge. Là. Ben, ça te prend un bridge pour acheter, puis après ça, revendre 2-3 jours après. Fait que du double closing, ça se fait pas ici, malheureusement. OK. Il y a Élise qui posait la question tantôt sur les courtiers immobiliers. Alors, c'est quoi les avantages que ça t'apporte d'être courtier? Le plus gros avantage, c'est d'avoir les comparables à bout de main. Ça, c'est vraiment le plus gros avantage. Puis l'autre avantage, c'est quand je revends, ben, c'est moi qui revends. Donc, j'économise la moitié de la commission. Donc, j'économise peut-être 2 %. OK. Puis, est-ce que tu as suivi des formations en immobilier? 1001.
mille et une, toutes les formations possibles et imaginables que vous avez entendues, qui sont venues à Montréal, jusqu'à New York, jusqu'à Toronto, des centaines de livres, des podcasts, toutes sortes de choses. J'en ai vu une montagne. À travers les années, j'ai toujours soif d'apprendre, donc je continue toujours à lire puis à écouter. Fait que c'est pas des formations conventionnelles, mais apprentissage, oui, toujours. Il y a toujours des choses à apprendre. Le marché change aussi. Le marché se modifie. Donc, il faut toujours essayer d'être à l'avance des autres, puis à l'avance, puis trouver des nouvelles façons d'innover. Donc, c'est important d'apprendre. Ça aide. C'est bon. Est-ce que tu fais des locations achats? Est-ce que tu en fais souvent? Puis comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Location avec option d'achat, moi, personnellement, j'en fais pas. Je connais des gens qui en font, donc moi, je fais juste revendre les dossiers à ces gens-là. OK. Moi, ça m'est arrivé rarement des cas de location avec option d'achat, simplement parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis fait donner 2 règles. Location avec option d'achat, ne jamais laisser la personne qui n'est pas capable de payer dans la maison. Puis deuxième chose, la personne qui va dans la maison doit donner un dépôt, question de sécurité. Puis c'est rare les gens qui fitent dans les 2 critères. Parce que souvent, on va pogner des gens qui ne veulent pas déménager, mais qui veulent vendre, mais qui ne veulent pas sortir, mais qui ne sont pas capables de payer. Mais fait que là, tu les ferais payer un loyer plus haut que ce qu'ils payaient avant. C'est illogique, ça ne fait pas de sens. Donc, ça a l'air comme d'une manière de passer en arrière pour essayer de les récupérer. Je sais que Équité Canada faisait beaucoup ça. Maintenant, ils le font moins. Mais ça pourrait peut-être être une référence là, pour la location avec option d'achat. Sinon, je connais Devenir Proprio aussi qui fait de la location avec option d'achat. OK. Il y en a sûrement un paquet d'autres. Mais moi, personnellement, j'en fais pas. OK. Il y a Jean-Sébastien qui demande, est-ce que tu as fait le coaching du club de Imo Facile? Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai pas fait le club du coaching. J'ai pas fait le Imo Facile. J'ai pas fait le CIQ. Tantôt, j'ai dit tout. Excusez, j'ai oublié ça. J'ai pas fait le CIQ puis j'ai pas fait l'Imo Facile, non. Quand j'ai appris qu'il y avait du coaching, j'avais déjà lu puis vu puis entendu assez d'affaires que je ne trouvais pas que c'était nécessaire au point où j'en étais de faire le coaching pour eux autres parce que j'ai pas besoin de théorie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi parce qu'il y a des gens qui adorent la théorie. Ah, des livres. Ah oui, j'aime ça apprendre, je vais payer 10 000 $ pour faire des formations. Mais en bout de ligne, c'est de l'information et on peut trouver cette information-là gratuitement, que ce soit sur Internet, que ce soit sur mon prospecteur, que ce soit en parlant avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça se trouve, c'est gratuit. Donc, pourquoi payer une fortune pour faire un coaching? Moi, je ne voyais pas le point. OK. C'est quoi le type de maison que tu privilégies? Plein pied, cottage, maison avec garage? Est-ce que tu as des années de construction privilégiées? J'ai aucun critère privilégié. Okay. Mon critère, c'est l'équité. OK. S'il y a de l'équité, je vais l'acheter. Peu importe c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment, ça n'a pas d'importance. OK. Il y a Martin qui demande, supposons que tu as une maison à toi qui est payée à 100%, ta résidence personnelle, par exemple. Est-ce que tu peux utiliser ça comme garantie pour emprunter auprès d'un prêteur privé? Absolument. Puis moi, je n'irais même pas auprès d'un privé, j'irais auprès de la banque pour avoir une marge de crédit parce qu'on va payer bien moins cher d'intérêt. Mais oui, ça peut facilement être utilisé comme levier. Parfait. Il y a Vincent qui demande combien d'heures par semaine travailles-tu? Combien d'heures minimum doit-on passer pour investir? Une bonne question. C'est hyper variable. Il y a si je suis juste en période de prospection que je n'ai pas de deal, je vais travailler 15-20 heures, 25 heures peut-être à juste chercher. Si j'ai des deals, ça occupe plus d'heures, donc ça peut aller à 40, 50, 60, 70, il n'y a pas de limite. Fait que c'est super variable. C'est un petit peu le défi avec ça aussi. C'est que émotionnellement, c'est difficile parce que quand on réussit un deal, on est les maîtres du monde, c'est extraordinaire, c'est le fun, puis on vient de gagner des gros montants. Mais après ça, il n'y a peut-être rien qui va arriver pendant un mois et demi, 2 mois, des fois 3. J'ai déjà passé des bouts de 6 mois sans avoir 0. Donc, émotionnellement, c'est difficile. Il faut bien gérer son argent, bien gérer ses émotions parce que ça peut être dur. Fait que le fait que ça soit variable, c'est super difficile. OK.
Il y a Eric qui demande, c'est quoi ton objectif en immobilier à moyen long terme? 5-10 ans. Mon objectif à moyen long terme, c'est une super bonne question. Évidemment, continuer à faire des flips, en avoir plus, aider les gens, faire des formations, ce qui en viendra à notre point plus tard aussi. C'est pas mal ça. Évidemment, accumuler des portes, placer de l'argent, puis éventuellement un jour, acheter un hôtel ou un resort, puis aller vivre 6 mois dans le sud. C'est bon. Il y a Isman qui demande combien d'associés avez-vous? J'ai toujours travaillé avec un associé, je te dirais, parce que moi, j'aime ça travailler en équipe, j'aime la dynamique. Donc, j'ai toujours eu quelqu'un avec moi. Fait qu'à chaque fois que je faisais un deal, j'essayais tout le temps de trouver quelqu'un. J'ai eu des associations épouvantables, terribles. Fait que faites attention quand vous choisissez les gens. Sélectionnez-les comme il faut. Parce que un des points qui m'a ralenti beaucoup et qui a fait que j'ai perdu de l'argent, c'était des mauvaises associations. OK. Des gens qui ont essayé de me crosser, des gens qui m'ont bypassé, puis j'ai fait gagner de l'argent, beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Fait que je te dirais que, un partenaire, mais des fois, ça peut arriver un deal où est-ce que tu inclus quelqu'un d'autre parce que c'est un gros deal. Je donne un exemple. J'ai ramassé possiblement, que les gens la connaissent, la maison fantôme qui était à Longueuil dans la collectivité nouvelle, qui était une grosse maison de 600 000 qui était abandonnée pendant 12 ans. C'est moi qui l'ai acheté, mais avec 2 partenaires. Avec un autre partenaire, puis un qui était en construction. Donc, qui nous a donné un coup de main côté financement, puis côté tout ce qui était rénovation, parce que ça a été une rénovation de 290 000. Donc, c'était majeur. Mais la maison, évidemment, on l'a achetée en conséquence de ça. Mm-hmm. On a payé 145 000. Là, ça a passé à Montréal. On a payé 145 000, plus 290 de rénovation, plus les frais d'acquisition, puis holding, puis tout ça pendant 9 mois. Ça a pris 4 mois de rénovation. 1 mois régler les papiers avec la ville, puis 3 mois à vendre. Fait que c'était un gros projet, ça, mais c'était un super beau secteur, super beau coin à Longueuil, ceux qui connaissent ça. C'est toutes des belles grosses maisons des années 90, de braquettes de 600 à 900 000. Super beau coin. Fait qu'évidemment, quand on a trouvé ça, on dit toujours de ramasser la maison la plus laide de la rue. Écoute, c'était la maison la plus laide, c'était terrible. Là. Les fenêtres étaient barricadées. Si vous tapez 842 des Roselins sur Google, vous allez voir des photos de la maison. C'était vraiment magané. C'est bon. Fait que je suis pas mal certaine qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient s'investir avec un pro comme toi. Est-ce que tu voudrais parler de... Absolument. Projet? Oui, absolument. En fait, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on a proposé, moi puis Joanie, c'est, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui approchaient Joanie pour demander, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Puis moi, de mon côté, j'avais toujours eu en tête, évidemment, de vouloir aider les gens, de redonner un petit peu de ce que moi j'ai appris, parce que moi, j'ai fait un paquet d'erreurs. J'ai pas toujours eu du monde le fun autour de moi. J'ai eu des bonnes associations, j'en ai eu des mauvaises. Fait que maintenant, je voudrais partager mon expérience puis redonner au suivant. Donc, on a 2 projets, moi puis Joanie, c'est-à-dire que tous les gens qui aimeraient ça, s'associer avec quelqu'un ou être aidés durant les transactions ou cheminer, savoir comment faire, puis que ce soit de A à Z, que ce soit de la prospection jusqu'au chèque d'un poche. Moi, je veux accompagner les gens de A à Z. Puis, je veux vraiment que ça soit quelque chose dans l'action. Donc, ça va rien être de théorique. Je ne donne pas de formulaire. Là. J'ai tous les outils ici. Donc, moi, j'ai un questionnaire pour amener. Ça, c'est ma fiche. À chaque fois que je visite une maison, je remplis cette fiche-là. Ça, c'est tout mon processus pendant le deal. Donc, si vous avez des questions, vous avez toute cette documentation-là. Mais ça, c'est juste la théorie. On peut la trouver, c'est gratuit n'importe où. Moi, je la donne. Je donne ces papiers-là. Ce qui est important, c'est physiquement, dans l'action, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le monde? Comment qu'on négocie? Qu'est-ce qui arrive quand la personne dit ça? Qu'est-ce qui arrive quand il y a telle affaire légale à régler? Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a la promesse d'achat, on fait quoi? On met quelle clause? On va où? Dans combien de temps on close? Qu'est-ce qu'on dit au monde? Blablabla. Tout ce tralala-là, moi, je vais prendre les gens par la main, je vais les amener du point A au point Z jusqu'à temps qu'il y ait le chèque des mains. Donc, ça va être un système de partenariat qu'on va faire. Puis, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui aimeraient ça embarquer,
Joanie, j'imagine, on avait parlé d'aller remplir un petit formulaire, puis on fera une séance d'information pour les gens qui seront intéressés. Oui, c'est ça. On va embarquer là-dedans. Fait que pour les gens qui sont intéressés à ce projet-là, juste nous envoyer un petit courriel, puis je vais vous inviter à une séance d'information là, en bonne et due forme qui va expliquer le projet. Fait que ça, on est vraiment excités de ce projet-là. C'est tout nouveau. C'est pas du coaching, c'est pas une formation. C'est vraiment investir en tandem avec des pros. Exact. Donc, dans le fond, le but de ça, c'est que si vous faites de l'argent, moi, je fais de l'argent. Si moi, je fais de l'argent, vous faites de l'argent. Donc, moi, je veux mettre de l'argent dans les poches du monde, puis je vais leur montrer exactement tout ce qui se passe dans l'investissement, de A à Z. C'est bon. Là, il y a des questions qui s'accumulent. Il y en a encore une vingtaine. Je vois qu'on a déjà dépassé les 8 heures. Alors, ouais, c'est ça. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que on va terminer le webinaire là-dessus. Si vous voulez, peut-être qu'on peut rester encore quelques minutes là, pour répondre encore à quelques questions, mais je pense qu'il faut mettre un terme, là, toute bonne chose à une fin. Mais avant que le webinaire se termine aussi, j'aimerais ça vous faire une offre pour mon prospecteur. Donc, vous êtes encore nombreux. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui sont intéressés à tester mon prospecteur, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui veulent apprendre comment utiliser mon prospecteur là, à son plein potentiel, et Olivier vous a parlé tantôt de c'est quoi les calculs qu'il faut faire, c'est quoi les informations qu'il faut avoir. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez vous abonner maintenant. Puis nous, on va vous upgrader au forfait pro pour 2 semaines. Donc, ça vous permet d'utiliser les mêmes outils que Olivier utilise, puis que Olivier il trouve ses deals avec cet outil-là et d'autres outils aussi. Donc, pour profiter de cette offre-là, c'est seulement pendant le webinaire. Donc, encore quelques minutes encore. C'est une offre spéciale juste pour ceux qui ont participé. Fait que vous pouvez aller sur monprospecteur.com/Olivier. Puis, à cliquer sur le... Ouais, c'est toi ça. Je vais l'écrire ici. monprospecteur.com/Olivier avec 2 i. Puis, cliquez sur le petit bouton pour activer le code promo. Puis, je vous invite à vous abonner. On va vous upgrader au forfait pro pour 2 semaines. Fait que je pense que c'est un bon deal pour tout le monde si vous faites ça. Absolument. Fait que si vous avez des questions sur la plateforme ou d'autres questions sur Olivier, je ne veux pas abuser de ton temps, Olivier. Il y a encore 25 questions là, qui n'ont pas été répondues. Bon, on va prendre 2 minutes, on peut répondre à quelques questions. Je vais te laisser, là, si tu veux, Olivier, choisir lesquelles tu veux répondre parce que des fois, les gens écrivaient des réponses, des questions, mais qui avaient déjà été répondues, qu'on a répondu par la suite, donc c'est un peu mêlé. Fait que je peux te laisser là, répondre à celle que tu veux. Ouais, je vais y aller avec la liste là, des questions que tu m'as envoyées avant. OK. Bon, l'approche, je pense que ça, on a fait le tour. Inspiration, expérience, je peux vous laisser sur un petit message d'inspiration. Comme tout le monde, comme conduire un BC, comme n'importe quoi qu'on va faire, c'est normal qu'au début, on se plante. Il ne faut jamais avoir peur de se planter. C'est normal qu'on tombe. L'important, c'est toujours de se relever. C'est toujours de se relever. Puis moi, quand j'ai commencé, j'en ai perdu de l'argent. J'ai fait des mauvais deals, j'ai fait des mauvaises associations. C'était épouvantable. Je faisais 25 000 par année, puis j'en ai perdu 10 000. Il m'en restait 15 dans mes poches. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Si jamais vous dites absolument, bon, ben moi, je ne suis pas capable, j'ai besoin, regarde, allez voir des gens comme moi, allez voir d'autres gens qui ont de l'expérience puis qui peuvent vous aider là-dedans. Puis ça sera vos 2 petites roues en arrière sur votre vélo pour vous aider à vous tenir droit pendant un bout de temps. Je dirais que ça, c'est la façon la plus rapide d'apprendre, c'est séparer les profits avec quelqu'un qui a de l'expérience. Vous allez faire moins, mais au moins, vous allez faire une partie du gâteau. C'est pas mal mieux que de rien faire du tout ou de se planter ou d'en perdre. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Essayez, allez frapper aux portes, appelez, lâchez les formations, allez cogner aux portes, allez-y, allez voir le monde, parlez-en à tout le monde autour de vous. C'est de même que vous allez faire de l'immobilier, c'est de même que vous allez avancer, que vous allez faire des contacts. Les contacts aussi, c'est important. Donc, si vous êtes sérieux, si c'est ça que vous voulez faire, bien, dites, ça y est, je décide, je le fais, puis je vais de l'avant, puis je le dis à tout le monde, puis je cogne aux portes, puis je suis fier. Fait que, allez-y, let's go. C'est bon.
Fait que c'est un peu aussi comme investir en tandem. Comme quand on saute en parachute, des fois c'est dur de faire le grand saut, avoir le guts de sauter, mais si quelqu'un saute avec nous, ben, on est rassuré. Absolument, on est rassuré. C'est exactement l'objectif aussi du projet Tandem qu'on veut faire, moi et Joanie. C'est de prendre les gens, les amener à faire le grand saut, sauter en parachute. Puis moi, je vais être là avec vous autres, je vais sauter en parachute avec vous autres. Fait que si on se plante, on va se planter les deux. Puis si on gagne, on va gagner les deux. Fait que tout le monde va être content jusqu'à temps que vous soyez assez confiant pour le faire tout seul. Donc, vous n'avez rien à perdre là-dedans. Moi, je vais vous montrer à tout faire. Vous allez avoir accès à tous mes outils, des outils que j'ai pris des mois et des années à développer. Mon calculateur, ça m'a pris 2 mois à développer mon calculateur. Puis maintenant, tout ce que je fais, c'est tic, 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 je rentre le chiffre. Combien ça vaut, combien il y a d'argent à mettre en termes de travaux. Puis tout se calcule, tous les frais d'acquisition, le prix que je devrais acheter, tout se calcule tout seul. Donc après ça, je fais mon offre en conséquence de ça. C'est super facile. Donc, tous ces outils-là que j'utilise, vous allez avoir accès à ça aussi si jamais ça vous intéresse, de faire partie du projet Tandem. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions qui t'inspiraient, Olivier? Peut-être quelques dernières, là, ça fait juste... il y en a 34, là, fait qu'on ne pourra pas malheureusement toutes y répondre. Non, mais je pense qu'on a quand même fait pas mal de tour. Là. Pour des questions plus spécifiques ou d'autres choses, ben gênez-vous pas. Vous pouvez toujours soit en parler avec Joanie, vous pouvez me rejoindre moi, soit sur mon site Internet, sur Facebook, Olivier Lepage. Allez sur Facebook, posez-moi des questions par texte, ça va me faire plaisir d'y répondre tant aussi longtemps que j'ai le temps. Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux aussi. Sinon, si c'est pas moi, ça peut être n'importe qui, ça n'a pas d'importance, là, mais posez des questions. Posez des questions à des gens qui ont de l'expérience, des gens crédibles qui ont de l'expérience. Posez-leur 1001 questions. Puis si vous avez soif d'apprendre, c'est ça qu'il faut faire, puis vous allez le savoir. Il n'y a rien de mieux comme l'expérience, par exemple. L'expérience sur le terrain, c'est là qu'on apprend. Excellent. Bon, ben, je vous souhaite merci tout le monde d'avoir participé. Merci Olivier d'avoir partagé tes trucs. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vais peut-être rester quelques minutes là, pour répondre en privé à quelques questions dont je connais les réponses. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas la promo, là. Donc, si vous vous abonnez maintenant, pendant le webinaire, on vous upgrade au forfait pro pendant 2 semaines. Puis, ceux qui sont intéressés au projet Tandem, écrivez-moi un petit courriel, puis je vais vous mettre sur la liste pour une séance d'information. Excellent. Merci tout le monde de m'avoir écouté placoter. Au plaisir. Salut. Merci tout le monde. Bye bye.